Qu'il existe réellement ou seulement dans l'imaginaire, je dis merci au coronavirus. Pour une raison très simple. Je suis prêt à parier que ce soir, Emmanuel Macron annoncera un retour au confinement national. Pour faire accepter cette mesure, il présentera sans doute ce confinement comme devant être non uniforme, adapté et surtout temporaire. 1 mois par exemple. Mais d'une façon ou d'une autre, le président justifiera la décision gouvernementale en s'appuyant sur ces chiffres alarmistes. Il parlera d'une deuxième vague qui frappe l'Europe et dont il faudrait se protéger. L'ennui est que, là comme ailleurs, et même à supposer leur véracité, ces données sont à prendre avec prudence. Car enfin, il est bien évident que si l'on teste davantage, alors on découvrira davantage de cas. Or, je note que depuis la fin de l'été, la France teste de plus en plus. Dès lors, il n'est guère étonnant que le nombre de cas recensés augmente, parfois même vertigineusement. Cela ne prouve pas nécessairement qu'une deuxième vague serait là. Cette hausse est avant tout une conséquence du dépistage renforcé, de plus en plus rapide et, dit-on, de plus en plus fiable. La meilleure preuve est que malgré cette multiplication des cas détectés, la mortalité, elle, n'augmente pas, ou peu. Bref, en elle-même, ces courbes ne sauraient justifier un confinement national. Mais quand il s'agit d'affoler les masses, les arguments abondent, surtout lorsque ces masses sont par avance réceptives. Il suffit de leur dire que dans une trentaine de départements, les services de réanimation sont encombrés, voire saturés. La carte colorée en rouge renforce le sentiment d'inquiétude. Mais déjà, un pourcentage ne signifie rien s'il n'est pas accompagné de chiffres absolus. Combien y a-t-il de lits de réanimation en France? 50 000? 100 000? 200 000? Je me suis procuré la statistique officielle. On en compte environ 20 000. Si l'on prend un taux moyen de 50% de lits occupés, on arrive à 10 000 patients en réanimation. Sur une population de plus de 60 millions, est-ce alarmant? Est-ce la preuve qu'une pandémie mettrait en danger toute la nation? Ajoutons à cela que l'arrivée de l'automne connaît toujours une augmentation des cas de réanimation. L'année 2015, ici étudiée, n'a pas fait exception. On m'opposera que la hausse est faible. Tout simplement parce que les affections respiratoires, responsables de cette hausse, représentent 10% seulement des réanimations. 86% résultent d'une affection cardiovasculaire ou d'une chirurgie cardiaque. Par conséquent, sur ces 10 000 personnes en réanimation, beaucoup ne sont pas atteintes du coronavirus. Et en effet, parmi elles, on ne compte que 3 000 infectés par le coronavirus. Bref, là encore, la réalité contredit les discours alarmistes sur l'épidémie. On me répondra que les chiffres d'hier sont catastrophiques. 500 morts en une journée et 18 000 hospitalisés. Peut-être, mais déjà, je note que près de la moitié des morts étaient des vieillards placés en EHPAD. Je ne crois pas que ces gens sortent beaucoup dans la rue. Par conséquent, leur cas ne justifie pas un confinement de toute la population. Quant aux 288 décès à l'hôpital, ont-ils un profil type et si oui, lequel? Sans ces informations, on ne peut rien conclure. Il en va de même avec les patients hospitalisés. 18 000, cela peut paraître énorme, mais déjà, combien cela représente-t-il par rapport au total d'infectés? L'auteur n'en dit rien. Or, pour la France, les statistiques officielles font état de 938 000 infectés. Sur ce nombre, seuls 18 000 sont hospitalisés, soit moins de 2%. J'en déduis que les autres cas sont bénins, voire asymptomatiques. D'ailleurs, le nombre de morts confirme que loin d'être un virus tueur comme le serait celui d'Ebola, le Covid-19 est peu létal. Une autre confirmation est apportée par cet article. On lit « Si le virus circulait activement chez les 20-30 ans depuis le mois de juillet, ils étaient pour la plupart asymptomatiques et le phénomène a pu facilement passer sous le radar des autorités sanitaires. » Les autorités invoquent ce fait pour justifier qu'elles n'ont pas vu venir une deuxième vague. Le directeur du service des maladies infectieuses à l'hôpital parisien Ténon, Gilles Pialou, a déclaré « On est surpris à la fois de son intensité naissante, mais aussi du fait que cette nouvelle vague est beaucoup plus précoce que ce qu'on avait imaginé. » C'est vraiment se moquer du monde. Dès le mois de mai 2020, des spécialistes avaient publié leurs conclusions sur le futur de la pandémie. Parmi les 3 scénarios proposés, le deuxième parlait d'une nouvelle vague qui débuterait fin septembre pour atteindre son pic en octobre. J'ajoute que le 23 septembre, le mensuel Nature publia une modélisation encore plus fine.
Les résultats étaient sensiblement les mêmes. La deuxième vague était annoncée pour la fin du mois de septembre, avec un pic en octobre. Bref, toutes les informations étaient là, disponibles. Si elles étaient crédibles, alors pourquoi ne les a-t-on pas prises en compte? Dans un article publié par Agoravox, un auteur parle d'une manipulation à l'échelle nationale. Il accuse Emmanuel Macron de vouloir, par le confinement, détruire la France économique pour la refaçonner sur le modèle ultralibéral. Il l'accuse de préparer une privatisation générale et ainsi d'anéantir le modèle social français au nom du profit. Pour réaliser ce plan, le président aurait besoin de la torpeur des esprits, une torpeur provoquée par la panique face à la pandémie. L'auteur conclut: au-delà du confinement général, du couvre-feu et de toutes les mesures désastreuses attenantes, c'est l'imposture d'Emmanuel Macron qui doit enfin être comprise et dénoncée. Ce qu'il convient d'appeler l'affaire du Covid-19 est un vaste complot, une machination machiavélique à visées antidémocratiques et antirépublicaines, fomentée par les hautes autorités de l'État, en particulier par le président de la République. Or, répétons-le, la dénonciation de ce crime contre la France que furent le criminel confinement général en ses sidérantes métamorphoses, cette dénonciation, si elle doit venir, ne pourra venir que du peuple. Un peuple toujours tétanisé et rendu incapable de penser, à cette heure, par la peur de la maladie. On comprend, à partir de là, que l'épidémie du Covid-19 ne soit pas près, du moins officiellement, de prendre fin. Je ne partage pas cette conclusion, mais les questions posées par l'auteur sont pertinentes. À mon avis, l'affaire du Covid-19 a deux raisons. Tout d'abord, la faiblesse et l'incompétence des gouvernements démocratiques qui ne sauront jamais adopter des politiques à long terme. Chez eux, on navigue à vue. La gestion de l'épidémie l'a amplement démontré. Elle le démontre encore chaque semaine. D'un autre côté, ces gouvernements savent à quel point le peuple attend tout de l'État, notamment une protection maximale par le principe de précaution. Or, parmi ces mesures de précaution figurent la quarantaine et le confinement. Voilà pourquoi, soucieux de ne pas décevoir la majorité de panicards afin d'assurer sa réélection en 2022, Emmanuel Macron ne pourra que satisfaire ce peuple en annonçant un nouveau confinement, même s'il est présenté comme plus souple. Mais c'est là que l'affaire devient intéressante. Car début septembre dernier, alors qu'il croyait la France tirée d'affaire, le scénario d'une perte totale de contrôle de l'épidémie qui conduirait à des mesures aussi drastiques qu'en mars semble peu probable, les experts de l'INSEE prévoyaient une chute du PIB de 9% et un taux de chômage en augmentation. Les mesures qui seront annoncées ce soir aggraveront donc sensiblement l'état global du pays. Jusqu'à l'effondrement total? Personnellement, je l'espère, car je le répète, il n'y a rien à sauver de cette société. Seule une catastrophe globale pourra réveiller les peuples blancs. Alors, que tu existes réellement ou seulement dans l'imaginaire, je te dis merci coronavirus.